Est-ce que tu te souviens de la première fois, pas forcément la première fois, mais une fois particulièrement marquante, où tu as accompagné justement un humain et son animal, une personne et son animal, et où tu t'es dit que tu pouvais faire la différence, que tu avais vraiment un impact? Je me souviens d'une fois qui a été très marquante quand j'ai accompagné une gardienne et son cheval, Ouais. où on était à côté du pré du cheval. Le cheval était dans le pré, nous on était en dehors. Et ça a été assez fort parce que dès le début de la séance, dès les premières questions, en fait, cette gardienne s'est écroulée en pleurs parce que c'était très intense ce qu'elle ressentait, ce qu'elle vivait avec son cheval, toutes les difficultés qu'elle avait. Et au moment où elle s'est vraiment effondrée en pleurs, le cheval s'est couché, pile à ce moment-là, devant nous. Et ça a été incroyable parce que j'ai senti à ce moment-là que j'aidais autant l'animal que l'humain. Et qu'il y avait un... En fait, j'ouvrais un espace vraiment pour qu'ils puissent se libérer et enlever toute la pression. Et en fait, ils n'avaient jamais eu quelqu'un qui juste ouvrait l'espace de leur dire mais comment vous vous sentez, quoi, que ce soit le cheval ou que ce soit l'humain. Et ça a été incroyable de vivre ce moment-là. Tu as créé un lien, tu as créé une passerelle entre l'homme et l'animal, alors qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'ils s'aiment. C'est incroyable. On va revenir un peu en arrière, justement, avant de parler de ta pratique. Mais finalement, quand tu regardes ton enfance aujourd'hui, tu as toujours eu un lien particulier avec les animaux. Ça vient d'où, ce lien? Quand j'étais petite, j'ai toujours eu un lien particulier. Ou en tout cas, les animaux ont toujours eu une place particulière pour moi. J'en avais pas dans ma famille, mais j'en avais mes grands-parents en avaient. Donc pendant les vacances, j'avais toujours un chien avec qui échanger. Mais ce qui a tout bouleversé dans ma vie, c'est vraiment à l'âge de 8 ans, je vivais aux États-Unis et j'ai rencontré les chevaux, puisque nos voisins, ils avaient un ranch. Et là, il y a tout qui a changé parce que c'est un animal de 500 kilos face à une petite fille de 8 ans. Et en fait, leur puissance, mais aussi leur sensibilité, m'a complètement bouleversée. Euh, et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je voulais toujours avoir des chevaux dans ma vie, quoi qu'il arrive. Et justement, à ce moment-là, est-ce que tu avais l'impression, justement, d'avoir une forme de lien particulier avec eux, peut-être que tu n'avais pas avec les humains? Qu'est-ce que... Complètement. On est complètement sur... quand j'étais petite, j'avais l'impression que vraiment que les animaux me comprenaient et étaient plus empathiques que les humains. Je me méfiais énormément des humains, je ne les comprenais pas, j'étais trop sensible et très souvent je ne supportais pas comment se comportaient les humains. Alors qu'avec les animaux, même les animaux les plus agressifs, en fait, il y avait un lien qui se créait. Je me souviens, j'avais un voisin, ils avaient un berger allemand, un énorme berger allemand qui était dressé à l'attaque et qui était très compliqué, c'est-à-dire que même le mari de la dame ne pouvait pas le nourrir, ne pouvait pas le sortir. Ils avaient dû mettre un portail de 2 mètres de haut parce qu'il croquait les facteurs et les enfants. Et moi, en fait, je pouvais le sortir sans laisse, sans rien. Et vraiment, il y avait ce lien où, en fait, j'avais une confiance. Je m'étalais sur lui quand il était couché au sol, alors que personne ne pouvait l'approcher. Il grognait, il mangeait quand même les autres. Et vraiment, là, il y a eu un lien où je me suis dit, waouh, en fait, il y a quelque chose, alors que je le faisais avec une évidence. Je me posais pas la question. J'étais jeune et en fait, je me posais pas la question. Je voulais juste avoir sa confiance. Et ça a été assez fort parce qu'en fait, je crois que j'ai jamais créé ça avec un humain. C'est pas possible, quoi. C'est incroyable, une espèce d'innocence qui fait qu'en fait, tu as réussi à créer un lien là où un adulte et un humain lambda mettraient cette distance par rapport à cet animal qui fait peur. Ouais. Incroyable. Mais finalement, ce métier que tu fais aujourd'hui, tu l'as pas fait tout de suite. Tu as eu une vie avant. Ouais. Finalement, qu'est-ce que... donc une vie en plus qui fait un peu rêver, puisque tu étais... attends, je me rappelle plus, mais tu étais dans la communication. Non, tu étais dans le marketing, marketing international. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui t'a... Enfin, sur le papier, boulot de rêve. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté ce boulot de rêve pour te lancer dans autre chose? C'est vrai que ce boulot de rêve dans le marketing international, dans l'événementiel, c'était vraiment le boulot que je voulais faire en sortie des études. J'ai fait une école de commerce, j'en ai fait une partie en France, une partie aux États-Unis, enfin vraiment. Et c'était le boulot de rêve et tous les gens enviaient mon travail en plus dans l'entreprise parce que vraiment, je voyageais, j'organisais des événements, c'était chouette. Mais à chaque fois, ça manquait de sens.
de profondeur. Et je me ramenais, moi, le moment où j'étais bien dans ma journée, c'était quand j'étais avec les animaux. Donc oui, je faisais un boulot qui était sur le papier génial, et voire même qui était génial, je voyageais, c'était vraiment chouette. Mais ça manquait de profondeur et de sens pour me dire, en fait, est-ce que c'est ça que j'ai envie d'amener à la société ? Et j'ai osé petit à petit, en fait, me dire que c'était possible et que j'avais ma place aussi en tant que professionnelle pour aider les animaux, pour aider les humains. Et ça a été toute une histoire de légitimité à grandir, mais jusqu'au jour où, en fait, l'univers, tout ce qu'on veut, en fait, m'a donné des coups de pouce et a fait que, en fait, je me suis lancée et ça a été extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un moment où justement j'étais dans ces hésitations, est-ce que je me lance complètement à mon compte ? J'étais déjà à mon compte mais à côté, mais du coup je ne pouvais pas faire énormément, pas développer du tout. Et en fait j'ai une amie à moi qui m'a appelée et qui me parlait de son chien. Et jusqu'au moment où je lui dis « Ah, et toi, comment ça se passe le boulot ?» Et elle me dit « Ah, nous, on cherche une nouvelle assistante. » Et là, j'étais là « Mais c'est quoi comme boulot ?» Et elle me dit « Ah, c'est à temps partiel, on ne fait pas beaucoup. » Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, en fait, c'est la première étape. » En fait, là, on m'offre le boulot de me dire « Ok, maintenant, je peux bosser à temps partiel, développer mon activité jusqu'à me dire « Ok, je peux en vivre. » Et ça a été vraiment incroyable parce que je me dis on ne s'appelait pas du tout pour ça. Et en fait, l'univers m'a ouvert la porte en me disant « Allez, maintenant, il faut y aller, quoi. » Mais le boulot, c'était en lien avec les animaux ? Pas du tout, non, c'était juste un boulot à temps partiel qui te dégageait du temps. Qui me dégageait du temps, qui me permettait d'avoir une petite sécurité financière et de pouvoir développer mon activité jusqu'à ce que ce soit rentable et que, ça y est, quoi, je puisse en vivre, quoi. Mais alors, avant ça, parce que tu avais finalement cette connexion particulière avec les animaux, on a compris que c'est arrivé quand tu étais petite, mais la communication animale, comment tu as découvert cette pratique ? Comment elle est venue à toi ? J'ai découvert la communication animale dans le milieu du cheval, puisque c'est vraiment cette personne qui m'a fait rencontrer la communication animale qui a tout changé. Elle s'appelle Charlotte, elle s'occupait de ma jument à ce moment-là, et elle me parle de la communication animale. Elle me dit « Est-ce que tu connais ?» Donc elle me passe des livres, je commence à lire sur Internet, et j'ai l'impression que c'est un truc magique, un don de fou. Et le moment incroyable, c'est que quelques semaines plus tard, elle me dit « Je vais à une initiation à la communication animale, est-ce que tu veux venir ?» Et à ce moment-là, j'avais les sous sur mon compte pour faire l'initiation. Donc j'y vais et je me souviendrai toute ma vie. Le moment où j'arrive devant l'immeuble et je me dis « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Vraiment, c'est cette impression de me dire « J'y connais rien en énergétique, c'est des trucs de perché. Moi, la méditation, ça me fait chier. » Enfin, vraiment. Et je me dis « Moi, j'aime juste les animaux, quoi. Je veux juste les comprendre un peu plus. » Et en fait, cette journée a complètement changé ma vie. C'est-à-dire que c'est comme si, quand j'ai rencontré cette intuition, toutes les pièces du puzzle s'étaient mis en place depuis toute petite, des choses que je comprenais pas, qui s'étaient passées, que j'expliquais pas. Et là, tout s'est mis en place. Et ça a été vraiment la journée où tout a basculé. Là, j'ai fait, attends, il y a autre chose, il y a un autre monde, il y a des émotions déjà. C'est quoi les émotions ? Et ça a complètement changé ma vie et mon prisme par rapport aux animaux. Les animaux ont pris toute une nouvelle place. J'avais l'impression d'ouvrir une porte avec eux où je m'autorisais pas parce qu'on me l'avait jamais apprise, on m'avait jamais dit, il y a cette porte-là. Et là, ça a été... c'est le début de l'aventure, quoi. Est-ce que ça a mis un mot sur ce que tu faisais déjà, ou est-ce que ça t'a aussi ouvert, tu vois, un nouveau champ de dialogue ? Pour moi, l'intuition, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. C'est vraiment cette petite voix intérieure, ces petites réponses, ces choses que je savais et que je n'osais pas entendre, comprendre. Et le plus marquant pour moi, en fait, c'est que j'ai compris quand ma première jument est décédée. La veille qu'elle soit... En fait, je savais qu'elle allait partir. Je ne l'expliquais pas et je n'avais jamais osé le dire, poser les mots. Mais je me souviens de la veille où ma jument elle est décédée. C'était une jument qui était plutôt distante, pas très câline. Et ce jour-là, je me rappelle, c'est un jeudi soir. C'est au soleil couchant, je vais la voir dans le pré pour lui dire bonsoir. Et là, elle vient vers moi et elle se pose contre moi pendant 10 minutes. Et j'étais hyper surprise qu'elle soit aussi proche, câline. Et là, à l'intérieur de moi, c'était ouf. Il va se passer quelque chose. J'avais pas plus que ça. Et le lendemain matin, je me souviens, j'étais en télétravail quand mon téléphone a sonné. Je savais qu'elle était décédée. Et ça, j'avais jamais pu le dire. J'avais jamais pu mettre les mots dessus. Et en fait, quand j'ai découvert la communication animale, l'intuition, je me dis, mais en fait, oui, ma jument aussi, il savait. Et on était en lien sur ça. Et je savais quand elle est partie. Et vraiment, ça a été... je pense que ça m'a aussi beaucoup apaisée sur des choses qui étaient hyper compliquées et que j'osais pas expliquer, j'osais pas dire.
Vraiment. C'est vraiment, on n'ose pas poser les mots. Et en fait, là, ça nous permet de dire des choses inexplicables. En fait, on se dit, ok, en fait, je suis pas folle. Et en fait, oui, il se passe des choses. Et ça peut être normal aussi si on l'accueille, quoi. Bien sûr. Et tu parlais, tu as utilisé l'intuition, ce terme-là. C'est quoi l'intuition concrètement et qu'est-ce que ça a à voir justement dans la communication animale? Alors pour moi, l'intuition, c'est une boussole intérieure. Ouais. C'est vraiment cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous depuis tout bébé, qui au départ nous sert à transmettre des informations et à en recevoir. Et en fait, c'est une petite voix intérieure qu'on a un peu appris à mettre sous le tapis de par notre culture, notre éducation, la société. Et l'intuition, elle vient vraiment te donner des informations. On sait bien, et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... On sait quand il y a quelque chose qui ne va pas. On dit, je ne le sens pas. Toutes ces choses-là, c'est vraiment l'intuition qui vient nous parler. C'est pas concret, on ne peut pas l'expliquer plus que ça, mais il y a quelque chose en nous qui dit, là, je le sens pas, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, au contraire, c'est incroyable, je me sens bien ici. Alors qu'on ne sait pas pourquoi on se sent particulièrement bien ici ou avec telle personne. Et donc, pour moi, l'intuition, c'est vraiment cette boussole à l'intérieur, cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous chuchote des choses. Donc, il faut être capable un peu de l'entendre. Il faut être capable de l'ouvrir, cet espace, et de l'écouter et de lui répondre pour se mettre en action derrière quand elle nous donne des infos. Mais la plupart du temps, on ne l'écoute pas. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai l'impression qu'on est dans une société où justement on met de côté l'intuition, on se dit attends, c'est mon cœur et mes émotions qui parlent, écoutons le raisonner, écoutons le cerveau. On est plutôt une société qui va à l'encontre presque de son intuition aujourd'hui. Ouais, en fait, ce qui est très dommage, c'est qu'on est dans une société où on a renié l'intuition pour dire il faut avoir des connaissances, des compétences. C'est vraiment le mental qui vient agir et nous demander de faire des choix, etc. Et pour moi, en fait, c'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux vont ensemble. Le deux, c'est des informations qui sont importantes. Par exemple, avec les animaux, on a tout ce qui est comportementalisme, éthologie. Donc, c'est vraiment des informations qu'on a scientifiquement, qu'on a prouvées, qui sont hyper intéressantes, qui aident énormément. Mais les émotions et l'intuition aident énormément aussi. Et en fait, le but, c'est de mettre les deux ensemble pour pouvoir aider. Et c'est vrai que dans notre société, on est beaucoup dans le soit l'un, soit l'autre. Alors qu'en fait, on devrait prendre toutes les infos et de là, prendre des décisions ou agir. Voilà. Et justement, la place de l'animal là-dedans, qu'est-ce qui nous renvoie, l'animal? Qu'est-ce qui nous apprend? Ou qu'est-ce qui nous réapprend? Ce qui est assez incroyable, c'est que pour moi, les animaux, ils viennent nous réapprendre ce qui est important. Les animaux, ils viennent nous réapprendre l'essentiel. Et vraiment, ce à quoi on devrait tous revenir. Donc, c'est revenir dans le moment présent. Les animaux, c'est les rois du moment présent. Et d'en correspondre à nos besoins et pas aux besoins et aux attentes des autres. Parce que dans notre société, on passe notre temps à faire ce que veulent les autres et on ne peut pas forcément s'écouter. Ils sont aussi très en lien avec leurs émotions. Et en fait, quand on se connecte intuitivement à un animal, on se rend compte qu'en fait, on communique normalement, majoritairement émotionnellement, et que nous, on est tous coupés de nos émotions, voire on en a peur, voire on ne veut même pas en entendre parler, voire on ne sait même pas ce que c'est une émotion. Et en fait, nos animaux nous ramènent à ça. Ils nous ramènent à notre sensibilité, ils nous ramènent à notre essentiel, ils nous ramènent à une vulnérabilité, une authenticité. Et eux, ils n'ont pas peur de se tromper, ils n'ont pas peur de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, ils n'ont pas peur de mourir. Enfin, ils peuvent avoir peur de mourir, mais ils n'ont pas peur de la mort, c'est plus ça. Et en fait, ils nous ramènent à ça. Et en fait, c'est des leçons, c'est des sagesses qu'on a un peu perdues. Et surtout, il y a beaucoup de simplicité avec les animaux. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup, il n'y a pas besoin d'être plus. Il y a juste besoin d'être soi avec tous ses bons côtés et tous les côtés moins fun. Et en fait, d'arriver comme ça. Mais par contre, si on est vrai avec eux sur tout ça, ils viennent nous aider profondément à grandir, quoi. Toi, personnellement, ta jument, elle t'a changé? Ouais. Enfin, tes animaux, d'ailleurs. Mes animaux. Mes animaux m'ont aidé à changer, à évoluer grandement. Ma jument m'a vraiment demandé de trouver une stabilité et surtout beaucoup d'être vraiment OK avec mes émotions, d'être vraiment connectée à mes émotions. Parce que ça doit être un animal de 500 kilos, il y a vraiment ce côté où c'est des animaux ultra sensibles. Et en fait, quand on arrive parce qu'on est en colère, parce qu'il s'est passé une journée compliquée,
Et elle me fait « Ouh là là, t'es en colère ?» Elle se bat en courant, elle me dit « Non, tu reviendras quand tu te sentiras mieux. » Mais les animaux, globalement, m'ont ramené, moi, la communication animale m'a ramené à comprendre mes émotions et surtout me remettre dans ce qui est juste et aligné pour moi, avec bienveillance, tolérance pour moi, mais aussi pour les autres. Et ça amène tout autre chose, mais ça demande aussi, par exemple, de savoir poser ses limites. Un animal vient nous demander de lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas et de savoir poser ses limites. Ma chienne, par exemple, c'est une chasseuse, donc elle s'en va chasser dès qu'elle voit un lapin. Les premières fois, quand j'ai attendu 20-25 minutes ma chienne, parce qu'elle était au bout du champ sur la colline d'en face, et je me disais, bon, elle ne va pas revenir. Mais en fait, elle me disait juste, mais en fait, lâche prise. Au lieu de m'inquiéter, en fait, je vais revenir, t'inquiète pas. Et puis, si je ne reviens pas, c'est que je l'ai choisi, quoi. Donc, ça demande aussi beaucoup... Voilà, ils viennent nous faire des belles leçons aussi. Tu m'étonnes. Trop bien. C'est une super première partie. Comment est-ce que tu expliques concrètement ce qu'est la communication animale à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ? Je vais expliquer la communication animale de manière très simple où je vais dire, en fait, c'est un échange d'informations et vraiment où on va aller recevoir des informations dans le subtil, donc ça veut dire avec nos sens, donc avec la vue, l'ouïe, l'odorat, le kinesthésique, vraiment dans le corps, les émotions. Mais on va aussi... en fait, c'est des sensations, c'est tous le ressenti. C'est-à-dire quand on connaît son animal, on a des ressentis. Ah, il se sent pas bien, pourquoi il va pas ? Et en fait, c'est au-delà de ce qu'on observe, c'est une sensation. Et en fait, c'est vraiment un ressenti et on va venir explorer ça. C'est qu'on va venir vraiment ouvrir ces ressentis pour venir les questionner. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi le besoin qu'il y a derrière ? Donc la communication animale, c'est vraiment juste être un messager entre l'animal et l'humain sur des choses qui peut-être ne sont pas entendues, pas comprises, parce que on n'a pas tous ce potentiel d'aller chercher l'intuitif et le subtil et l'émotionnel chez l'animal, et en tout cas aussi le recul. Il y a aussi ça, c'est que dans la communication animale, on ouvre aussi un espace très neutre, où du coup il y a quelqu'un qui vient faire traducteur et qui du coup est très neutre et n'a pas de conséquences sur les messages qui va être dit, et donc du coup peut vraiment dire les choses comme elles sont, de ce que l'animal a envie d'exprimer. Parce que toi, justement, tu vas communiquer avec l'animal pour justement qu'il t'exprime ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce dont il a besoin. C'est quoi le niveau de précision d'information que tu vas avoir ? Alors moi, ce que j'aime bien dire sur la communication animale, c'est comme si je me mettais à la place de l'animal et que je vois le monde à travers leurs yeux. C'est vraiment ça que j'aime dire. Et en fait, je suis capable de venir ressentir, voir des fois des détails vraiment hyper importants de leur quotidien, de leurs besoins, mais au point des fois où c'est un objet précis, c'est vraiment un mot précis que la personne doit dire, c'est vraiment un geste. Des fois, c'est bouger cet objet dans la pièce à tel objet. J'ai un chat qui faisait ses besoins sur le canapé. Et en fait, le chat a demandé que le canapé soit changé dans le salon, changé d'endroit. La personne m'a dit « Ok, on y va ». Et en fait, il n'a plus jamais fait ses besoins sur le canapé. Donc ça peut être aussi précis que ça. Oh, c'est incroyable. Mais alors justement, qui vient te voir ? À quel moment ils viennent te voir ? Parce que c'est l'humain qui vient te voir pour te demander de l'aide. Voilà, dans quel genre de situation on vient te chercher ? On vient te demander de l'aide ? Les gens viennent me voir vraiment quand, souvent, ils ont un peu tout essayé avec leurs animaux. C'est souvent, ils sont un peu au bout. Ils n'ont plus aucune solution, voire même, il y en a souvent qui sont à la limite d'abandonner leur animal, tellement la situation est compliquée. Donc, on est vraiment dans des situations très, très complexes. Donc, ça va être des problèmes de comportement, ça va être des problèmes de santé, des fois, que les vétérinaires n'arrivent pas à résoudre. Et il y a toute une facette aussi de la communication animale où j'accompagne énormément les fins de vie et le deuil animalier aussi. Donc, c'est pareil, c'est des moments très émotionnels. Donc, les gens viennent vraiment me voir quand c'est très compliqué, quand en tout cas, ils n'ont pas de solution avec tout ce qui existe déjà. Et ils viennent me voir à ce moment-là parce qu'ils ont besoin de comprendre et ils ont besoin d'aller plus loin sur un autre plan. Et souvent, on va aller dans l'émotionnel, on va aller dans le relationnel. On va prendre du recul aussi sur leur rencontre, la place de l'animal. Et c'est vrai que c'est la seule profession dans le milieu animalier qui offre ça.
Alors justement, ça se passe... Qu'est-ce que tu fais lors d'une première séance? Ça se passe comment une première séance avec toi? Lors d'une séance en communication animale, je travaille vraiment autant avec l'humain que l'animal. C'est-à-dire que oui, moi je suis là pour donner ma voix à l'animal, mais je vais aussi travailler avec l'humain pour que lui vienne aussi m'expliquer ce qui se passe pour lui, qui m'expliquait aussi qui est l'animal pour lui, c'est quoi leur systémie, c'est quoi leur place dans la vie de chacun, leur quotidien, et surtout qu'est-ce que l'humain vit comme problématique, pourquoi c'est si compliqué. Et ensuite, je viens vraiment donner la parole à l'animal complètement, et à la fin, je viens remettre en lien l'humain et son animal, comme s'il y avait une espèce de reset, comme s'il y avait besoin de se reconnecter à ce qui était essentiel et important entre l'animal et l'humain. Pour les remettre au même niveau et qu'ils puissent tous les deux se comprendre et avancer de l'avant. Ça fait un peu thérapie de couple, en fait. C'est vrai, dis donc. Non, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Parce qu'il y a à un moment donné une coupure dans la communication. Elle va s'exprimer par un comportement différencié de l'animal, en tout cas que l'humain ne va pas comprendre. Et toi, tu vas finalement recréer un lien pour que, finalement, c'est ça qui va entraîner le changement de comportement dans la chaîne animale. C'était vraiment très fouillis ce que je viens de dire, mais quand tu le dis, c'est assez... Enfin, quand tu comprends, c'est assez clair. Parce que finalement, ça raconte quoi? Un changement de comportement soudain d'un animal. Alors, un changement de comportement très soudain chez l'animal, très souvent, il y a un événement. C'est lié à quelque chose dans l'environnement, dans le quotidien, dans le rythme, ou alors dans le quotidien et la vie intérieure de son humain aussi. Donc, on va aller creuser qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment-là, quand ça a apparu, la problématique a apparu. Donc, on va vraiment venir explorer ça donc avec l'humain. Des fois, l'humain n'a pas la réponse, donc c'est là où moi, je viens de la part de l'animal et l'animal me donne des infos, comme une enquête en fait, au final. Donc, on vient enquêter qu'est-ce qui a pu se passer. Et en fait, très souvent, on va arriver à une conclusion que il se passe quelque chose avec son humain, dans la vie de son humain, qui fait que du coup, l'animal tire une sonnette d'alarme, est en train de dire il y a un truc qui ne va pas. Mon humain, il ne va pas bien. Ou il n'est pas aligné. Ou il y a quelque chose qui n'est pas OK. Et j'essaye de lui dire, de lui montrer, pour qu'il bouge et pour que l'humain puisse bouger. Et du coup, l'animal va venir se réapaiser quand c'est réaligné et que c'est beaucoup plus sain. Puisque le but de l'animal, c'est d'avoir un quotidien où tout va bien. Donc, si son humain ne va pas bien, eh ben, il ne va pas aller bien. Donc, son but, c'est je veux que mon humain aille bien. Comme ça, moi, je suis tranquille. C'est ça qu'on appelle l'effet miroir? Exactement. L'effet miroir, c'est pour moi la base de la communication animale. C'est une théorie qu'on a qui dit que l'animal va mettre en exergue, en tout cas pointer du doigt, quelque chose que l'humain, lui, n'arrive pas à voir de lui-même. Et donc, il y a 2 effets miroirs en plus. Il y a l'effet miroir direct, où en fait, l'animal vient juste montrer ce que ressent l'humain et que l'humain ne veut pas voir. Par exemple, un chien qui est agressif avec ses congénères, et bah, moi, une des premières questions que je vais poser, c'est à l'humain, c'est « Et toi, c'est quoi ton lien à la violence et à ta colère ?» Ça, c'est souvent direct. Et si la personne dit bah « Oui, je me mets en colère tout le temps, de toute façon, je suis vénère tout le temps », bon, bah là, c'est un effet miroir direct. Et du coup, il y a besoin d'apaiser la colère pour que l'animal soit aussi apaisé. Et après, il y a l'effet indirect. L'effet miroir indirect, c'est, par exemple, si on reprend l'exemple du chien qui est agressif congénère, c'est quelqu'un qui a coupé complètement sa connexion avec la colère, la violence, à cause de traumas, etc. Et qui veut vraiment plus de colère dans sa vie. Mais du coup, l'animal dit c'est pas équilibré. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Parce que la colère, elle est importante. On vit tous de la colère et c'est normal. Elle nous permet de poser nos limites, de trouver notre place, de prendre notre place. Mais elle peut être saine. Et en fait, du coup, vient faire, par un effet indirect, vient faire travailler la personne sur la colère. Voilà. Donc en fait, c'est hyper intéressant parce que tu arrives pour régler un problème de comportement de l'animal. Mais au final, ce que tu vas régler, c'est, c'est un souci chez son propriétaire, chez son maître. Je ne sais pas quel terme utiliser, mais ça, c'est à chaque fois? Ouais. Oui, je pense que 99,9% de mes séances, c'est l'animal nous montre une problématique. Et en fait, la communication animale, bah, c'est venir donner des messages à l'humain pour que lui travaille sur ses propres blessures, ses propres traumas, ses propres dysfonctionnements,
et puisse du coup offrir un quotidien, une relation beaucoup plus saine à son animal. Donc c'est énorme. Alors ça fait pas tout, c'est pas tout sur l'humain, parce que l'animal peut avoir des traumas passés, etc. Mais souvent dans l'histoire de l'animal et l'histoire de l'humain, il y a des... voilà, il se rend compte sur certaines choses, par exemple d'un animal qui a un trauma d'avoir été battu, très souvent, il va avoir un gardien qui a aussi vécu des violences. Et donc, du coup, ils vont se faire écho. Et si le gardien est capable d'apaiser son trauma et ses blessures sur cette violence qu'il a vécue enfant, et en fait, ça aide l'animal à aussi faire confiance, réouvrir et apaiser ces blessures-là. C'est quoi, finalement, le type de situation que tu rencontres le plus souvent, toi, justement, comme problématique dans ton métier ? Je pense que les problématiques que je rencontre le plus souvent en communication animale, ça va être les problématiques congénères, donc les animaux qui ne s'entendent pas avec un animal de la même race. Ça va être les problématiques humaines, vraiment dans la relation humaine, où il y a des animaux qui peuvent être agressifs ou très très peureux de l'humain. Et on a aussi toutes les problématiques émotionnelles, en fait, des animaux très anxieux, qui ne savent pas gérer leurs émotions, qui sont submergés par leurs émotions et qui n'ont pas du coup un quotidien, un environnement qui n'est pas adapté à ça. Et comment on aide un animal traumatisé, en fait, au final. Et alors justement, comment tu l'aides ? Rien que le fait de leur ouvrir la parole, c'est-à-dire d'avoir un espace où l'animal, il peut dire tout ce qu'il a à dire. Il peut vivre toutes les émotions et en fait, il n'y a pas de jugement. Il y a juste, ok, raconte-moi. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Et qu'il soit entendu par son humain. Et très souvent, la communication animale, ça fait peur pour ça. Parce qu'en fait, l'humain n'a pas le choix que d'entendre ce que son animal a à dire. Et en fait, à ce moment-là, rien qu'à ce moment-là, on voit déjà l'animal qui se dit « Ah ok, on m'a entendu vraiment ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, très souvent, l'humain a besoin de la même chose. Donc, l'animal, la première étape, c'est en fait, je t'entends, je t'écoute. Donc, tu as le droit de vivre toutes tes émotions, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'avoir peur, et je comprends, j'entends. Et rien que déjà, ça aide. Et ensuite, leur demander leurs besoins. Oui. La plupart du temps, les gens veulent savoir pourquoi, mais ils oublient, ok, de quoi tu as besoin ? Et ça, c'est la plus belle question qu'on peut poser à un animal. De quoi tu as besoin ? Et justement, ce que tu disais très bien, c'est que en fait, d'ouvrir cet espace de dialogue avec l'animal, avec l'humain, entre les deux, en fait, ça change tout. Parce qu'on est dans une société qui permet pas, justement, l'ouverture de ce dialogue, c'est ça ? Dans le milieu animalier, on a beaucoup des vétérinaires, des ostéopathes, on a les éducateurs, les coachs d'équitation, on a des comportementalistes qui s'occupent très très bien de l'animal, de ce qu'on connaît, etc. Mais en fait, il n'y a aucune ouverture d'espace où on peut raconter ce qu'on vit. Comme quand on a une difficulté avec son animal, qu'est-ce qu'on vit ? Quand l'animal il n'est pas OK avec quelque chose, qu'est-ce qu'il vit lui ? Et en fait, ça ouvre vraiment un espace où on a le droit d'avoir des émotions. Il y a zéro jugement sur ce qui s'est passé. Et en fait, on vient se déposer vraiment. Et rien qu'ouvrir ça, souvent, c'est les gens, juste en se disant « Ok, je vais écouter mon animal et en fait, je suis prêt à tout entendre ». Là, ça vient déjà faire tellement de bien. D'ailleurs, il y a plein de fois où les gens, quand ils prennent rendez-vous 15 jours plus tard... ils sont au rendez-vous avec moi, ils me disent mon animal a déjà changé de comportement, juste parce qu'ils ont ouvert l'espace de je veux t'entendre. Donc ça, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Est-ce que c'est un don que tu as ou est-ce qu'on a tous, on est tous capables de communiquer avec nos animaux ? Je crois que c'est la question qui revient le plus. C'est est-ce que c'est un don, la communication animale ? Alors, pour moi, c'est pas du tout un don. Pour moi, la communication animale, c'est vraiment écouter son intuition. Donc, c'est l'intuition. Et pour moi, l'intuition, c'est un sens qu'on a tous et qu'on a perdu avec le temps. Mais par contre, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, c'est se reconnecter à son intuition, le laisser de la place. Et c'est comme tout ce qu'on apprend, toute pratique qu'on apprend, comme apprendre un nouvel instrument, un nouveau sport, il faut s'entraîner. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, mais en tout cas, si on s'entraîne et qu'on le muscle, si on muscle notre intuition, et en tout cas cette écoute de cette intuition, on peut tous y arriver, on peut tous y connecter. Par contre, ça veut dire aussi de laisser tomber des croyances, aussi affronter peut-être, par exemple, le travail avec les émotions. Il va falloir aller se connecter, ressentir les émotions, puisque les animaux ne sont qu'émotions, donc il faut être capable de se laisser traverser par ça. Et puis la peur il y a beaucoup de... Lorsqu'on veut faire de la communication animale, il y a beaucoup la peur de se tromper.
et la peur d'avoir tort. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi. C'est, en fait, déjà, on a le droit de se tromper. On a le droit de pas tout réussir. On n'est pas des machines. L'intuition, c'est pas du 100%. Et c'est OK. En fait, c'est comme ça. Et on apprend à venir aussi être beaucoup plus tolérant et doux avec soi. Mais on doit aussi apprendre à poser son cadre et avoir une posture quand on fait de la communication animale. Parce que on donne des choses, donc il faut être capable de poser son cadre, de pratique. Et donc ça s'apprend aussi beaucoup. Et alors justement, tu as créé une formation pour apprendre tout ça. Ouais, tu peux... donc justement, c'est quoi cette formation? Pourquoi tu as eu envie de créer cette formation que tu aurais aimé recevoir, toi? C'est exactement ça. J'ai créé la formation que moi, j'aurais aimé vivre. Cette formation, elle est venue à moi une fois que j'ai osé, avec toutes mes peurs et ma légitimité. En fait, au départ, j'ai commencé à former en faisant des journées d'initiation. Et c'était super chouette. Mais en fait, je me rendais souvent compte que les gens, une fois qu'ils étaient sortis du groupe où on pratiquait, ils arrêtaient parce qu'ils avaient peur, ils étaient tout seuls chez eux. Voilà, c'était trop, ils avaient trop de peur et je me suis dit, en fait, non, ils ont besoin vraiment d'être accompagnés sur longtemps parce que, oui, quand on ouvre l'intuition avec les animaux, on affronte plein de situations qui peuvent être difficiles. Et moi, j'ai créé vraiment la formation, c'est avec tout ce que j'ai appris, compris et expérimenté pendant 6 ans. Donc, dans cette formation, c'est du 360 de la communication animale. Donc, et avec tout ce que ça m'a appris en tant qu'humaine. Donc moi, la communication animale, ça m'a demandé d'apprendre à travailler avec les émotions, d'apprendre ma posture. Ça m'a demandé aussi de m'ouvrir à plein de situations délicates et difficiles qu'on peut avoir avec les humains et les animaux. Et donc, j'ai dû apprendre aussi à fermer les œillères quand aussi c'était plus OK pour moi. Et donc, j'ai appris tout ça. Et dans ma formation, j'ai mis tout ça. Donc, ma formation, elle est vraiment construite comme on apprend une pratique. C'est le fil rouge de la formation. Et après, on vient explorer tout ce qu'il y a en nous, toutes nos croyances limitantes, toutes nos peurs. On vient explorer la place qu'on a envie d'avoir, la position qu'ont les animaux pour nous, la sagesse des animaux, et surtout être aligné avec soi. Donc, c'est-à-dire que oui, on apprend une pratique, mais moi, l'idéal, et à la fin de la formation, c'est ce que je propose, c'est crée-toi ta pratique qui te convient. Parce que du coup, c'est intuitif et c'est la justesse absolue. Ta formation, c'est des groupes, tu crées des groupes, justement, et puis il y a des sessions aussi d'échange de groupes, je crois. Ça apporte quoi le groupe, justement, dans ces cas-là? Pour moi, le groupe, c'est presque une des clés de la formation à la communication animale, en tout cas de celle que j'ai créée. Le groupe, c'est essentiel, c'est-à-dire que dans toutes mes formations, que ce soit le format en présentiel ou le format en ligne, le groupe est hyper important et on a des échanges de groupe où chacun prend la parole, dépose ce qu'il a vécu, ses difficultés, ses facilités, ses victoires. Mais en fait, il y a un vrai échange où en fait, on se rend compte, au lieu d'être tout seul derrière son ordi à faire ses expériences et apprendre et expérimenter et se retrouver un peu tout seul, en fait, ça permet de voir que déjà, tout le monde a les mêmes difficultés. Donc du coup, ça rassure. Et ensuite, ça permet aussi d'être inspiré par les autres. Parce que des fois, forcément, je suis quelqu'un qui donne beaucoup de challenges dans mes formations, qui adore faire sortir de la zone de confort, parce qu'en fait, il faut tout voir. Et du coup, il y a des choses, des fois, où les gens ont un peu de mal et se disent « Oh là, non, je ne vais pas aller faire son truc, là, son défi, j'ai pas envie. » Et en fait, de voir que quelqu'un a osé le faire et en fait a vécu un truc de fou avec l'animal, les autres se disent « Ah ouais, mais en fait, je vais y aller. » Et du coup, ça inspire, ça motive et ça permet aussi de déposer beaucoup de choses. La plupart du temps, les groupes dans mes formations restent en contact après les formations, continuent à se revoir, ils font des week-ends ensemble, ils font des repas ensemble, ils font des visios même 2 ans après. Enfin, c'est incroyable à voir et me dire en fait que au-delà d'avoir j'ai appris une pratique à quelqu'un, j'ai créé des lieux, des espaces où les gens peuvent déposer des émotions. On chiale tout le temps dans ma formation. On chiale tout le temps, on dépose des choses, on voit des difficultés, on a une vulnérabilité, mais une bienveillance qui fait tellement du bien aussi pour l'humanité. Et pour moi, c'est les animaux qui réunissent tout ça, en fait. Donc, c'est des moments incroyables. Et de voir les groupes évoluer aussi. Parce qu'en fait, à la fin, c'est vraiment les groupes qui sont presque en autonomie sur leur supervision. Mais en fait, la gentillesse, la bienveillance des unes avec les autres, mais c'est extraordinaire à voir. Et moi, c'est là où je me dis que j'ai réussi, en fait. Trop bien. C'est génial.
pour une deuxième partie. Alors donc justement, on était sur la formation que tu proposes. Justement, qu'est-ce que les gens ils viennent chercher avec cette formation concrètement ? Dans la formation, les gens ils viennent chercher le fait de comprendre leur animal, d'aller un peu plus loin que juste ce qu'on peut leur dire au niveau comportemental. Ils viennent chercher une relation beaucoup plus subtile, beaucoup plus juste et plus alignée. Ils viennent chercher aussi, je pense, une autorisation à ressentir aussi les choses que leur empathie leur dit déjà. Et en fait, ils vont vraiment vouloir ouvrir un espace où ils ont le droit en fait, de laisser l'animal avoir sa parole, sa voix. Et ils vont vraiment chercher une relation beaucoup plus alignée. Et comment on apprend à communiquer avec son animal ? On apprend déjà en s'autorisant des moments de silence, donc à être à l'aise avec le silence, à arrêter de penser, mais plutôt à ressentir. Et on vient aussi s'ouvrir un peu à une authenticité, une vulnérabilité, parce que l'animal, ils sont complètement entiers et authentiques. Et donc, il faut, nous, arriver à être complètement ouverts dans cette vulnérabilité, cette authenticité. On apprend aussi à se laisser traverser par les émotions. Et on apprend aussi également à poser un cadre de pratique, à écouter, à entendre. Je pense que c'est aussi... le plus difficile, c'est qu'on a toujours envie de parler, de donner des conseils, etc. Et en fait, la communication animale, la première chose qu'on fait, c'est on ouvre un espace pour écouter, ressentir. Et en fait, ça ouvre l'espace pour les animaux, pour leurs humains. Et tout ça s'apprend avec beaucoup, beaucoup de pratiques. Et on vient explorer, apprendre. En tout cas, dans ma formation, on vient vraiment explorer, expérimenter plein de choses pour comprendre comment fonctionne son intuition. Cette petite voix intérieure qui nous raconte plein de choses. Parce que j'ai l'impression que, en vrai, justement, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est le langage. On ne parle pas le même langage que nos animaux, que les animaux de manière générale. Et l'humain a pris le pas, justement, a pris le dessus sur l'animal. Justement, comment est-ce que c'est pas par la parole ? On ne parle pas le même langage. Alors comment on communique ? Cette intuition, pour communiquer avec les animaux, quand on va chercher cette intuition, on va apprendre à écouter ses 5 sens. Donc le visuel, l'auditif, l'odorat, le goût, mais aussi le kinesthésique, vraiment le ressenti, donc le ressenti dans le corps, mais aussi le ressenti émotionnel. Et donc on va recevoir des informations par ces 5 sens-là. Et on n'a pas l'habitude d'écouter nos 5 sens. Surtout quand ça vient toucher le corps, le corporel et l'émotionnel, alors que les animaux ne communiquent que comme ça. C'est-à-dire qu'eux sont complètement dans leur corps, dans leur sens, ils ont des sens surdéveloppés comparés à nous, et en fait, eux, c'est ça leur communication, c'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens. Et donc nous, c'est apprendre à écouter ce qu'ils transmettent, et pour ça, on va venir apprendre, par exemple, à changer nos fréquences de notre cerveau, donc ce qu'on appelle se mettre en fréquence alpha, donc comme font les animaux communiquent par des fréquences, comme on peut voir par exemple les mammifères marins, les baleines, qui quand elles sont dans l'océan, s'il y en a une qui s'est perdue, qui a 200 km, elle arrive à retrouver sa famille de par les fréquences qu'ils émettent. Et donc on a plein de preuves scientifiques que plein d'animaux communiquent par fréquence. Et en fait, nous, c'est venir se mettre dans leur fréquence à eux pour venir échanger justement toutes ces informations sensorielles. Finalement, c'est quoi la plus grande peur des gens qui participent à tes formations ? Les gens qui participent à ma formation, leur plus grande peur, c'est la peur de se tromper. C'est la peur d'avoir tort, c'est la peur vraiment qu'on leur dise que c'est faux. Et c'est quelque chose qu'on vient travailler très très rapidement dans la formation et pendant un petit moment, parce qu'on est vraiment ancré dans une société où se tromper, c'est mauvais. Et ça nous dévalue et on perd beaucoup d'estime de soi. Donc on vient travailler le fait qu'en fait la communication intuitive avec les animaux, c'est pas du 100%. On n'a pas juste tout le temps, et en fait c'est ok, on a le droit, on n'est pas des machines. Et en fait, se tromper ne veut pas dire que tout est faux, ne veut pas dire qu'on a loupé toute une séance, ne veut pas dire que c'est vraiment à mettre tout à la poubelle. C'est juste s'autoriser à dire qu'on n'est pas parfait. Et donc on vient vraiment travailler cette confiance en soi pour écouter ces messages. Et en fait, moins on a peur de se tromper, moins on se trompe.
Et plus on a peur de se tromper, plus du coup on réduit un peu notre canal et on reçoit des informations qui peuvent être tronquées, filtrées par cette peur de se tromper. Qu'est-ce que ça change concrètement entre un humain et son animal, la communication animale, dans leur relation? La communication animale, ça change toute une relation. Ça change la place qu'on donne à son animal. Ça change ce qu'on va échanger avec son animal. C'est plus juste un animal de compagnie qui est là avec nous au quotidien pour nous faire plaisir, nous faire rire ou nous faire un câlin. On va beaucoup plus profondément. Les gens qui apprennent la communication animale se rendent compte que l'animal, souvent, il va les aider à avancer dans la vie, à évoluer en tant qu'être humain. Il y a ce grand adage qui dit qu'on ne devient pas un grand cavalier, on devient un meilleur humain. Et en fait, c'est vraiment ça qui est important, c'est que la communication animale, on vient entendre la sagesse des animaux, qui ont une sagesse complètement différente de la nôtre, mais ils viennent nous guider, ils viennent nous donner des infos sur ce qui est bon pour nous en tant qu'humains, mais aussi sur des chemins peut-être qu'on n'avait pas vus. Et en fait, ils viennent nous faire explorer des choses qui sont absolument incroyables, où on se sent totalement soi-même. Et en fait, quand on se connecte intuitivement avec son animal, on est complètement soi, avec une authenticité, une vulnérabilité incroyable, et on se l'autorise. C'est pas juste un petit peu comme ça, c'est en fait, ouais, mon animal, il m'accueille complètement, et moi, j'accueille qui il est complètement. Est-ce que tu as un exemple, justement, j'imagine que tu en as mille, mais un exemple justement d'un couple humain-animal que tu as accompagné où tu as vu un changement dans la relation? J'ai accompagné une gardienne qui avait un cheval, une humaine qui avait un cheval, et son cheval était très important pour elle. Et en faisant des séances de communication animale, et puis derrière en apprenant la communication animale, elle a complètement acté qu'en fait son cheval était un guide, et en fait savait presque mieux qu'elle ce qui était bon pour leur vie à eux ensemble. Et elle a compris qu'il avait souvent raison, parce qu'elle avait plein de peurs, elle avait toutes les attentes qu'elle avait de la société, elle vivait un peu à travers les autres, elle se sentait pas bien, elle manquait de confiance en elle. Et en fait, son cheval était tellement un roc, était tellement stable et posé, que lui savait très bien ce dont il avait besoin. En fait, en se connectant à son animal, elle se connectait à cette évidence de « t'as besoin de ça, va chercher ça ». Et du coup, elle vraiment... À partir de là, elle a commencé en fait à communiquer avec son cheval dès qu'elle avait un doute ou dès qu'elle devait faire un choix. Et en fait, ça lui a amené une espèce d'alignement, de se connecter à son cheval, où son cheval lui disait « tu vois, c'est évident ». Et du coup, tout devenait beaucoup plus fluide avec son cheval. Tout devenait plus rassurant. Et en fait, elle a développé aussi de lui faire confiance. Et quand son cheval l'amenait quelque part, lui disait « on va là », elle se disait « ok, c'est qu'on y va ». Et du coup, elle avait beaucoup moins de doutes. Elle qui doutait tout le temps sur dans quel pré je le mets, comment je dois le monter, est-ce que je fais de la même manière. Et du coup, en lui demandant, il me dit ça, donc c'est que c'est ça. Et du coup, elle a développé vraiment une sérénité dans sa relation avec son cheval. Alors justement, cette anecdote avec cette femme et son cheval, ça m'amène à un autre sujet qui est très important aussi pour les propriétaires d'animaux, c'est le deuil, la fin de vie. Ça, c'est un moment aussi que tu accompagnes, c'est-à-dire la fin de vie de l'animal et puis ensuite la mort d'un animal. En communication animale, c'est un sujet qu'on aborde énormément, le deuil, la fin de vie des animaux, parce que c'est quelque chose qu'aucun autre professionnel sait accompagner, vraiment. Parce qu'on va toucher à une perte, on va toucher au deuil, on va toucher à une absence, un vide. Et les gens peuvent avoir peur. Les animaux eux-mêmes peuvent vivre des choses très compliquées. Par exemple, quand il y a des maladies et que ça dure très longtemps et qu'on essaye de sauver l'animal alors qu'en fait, lui, il est en souffrance. Et c'est là où la communication intuitive, elle est intéressante, parce qu'en fait, on vient poser des mots aussi, peut-être sur ce que la personne ne s'était pas autorisée à recevoir. Et ce qui vient aider en fait à mettre à plat. Et en fait, le but, c'est pas de dire fais ci ou fais ça, c'est pas ça qu'on fait. On vient juste accompagner la difficulté de la situation. Donc on vient accompagner le deuil pour tout le monde, et en même temps la difficulté que c'est de dire au revoir, de vivre cette absence, ce vide. Et moi, c'est, je pense, la perte de ma première jument qui fait que accompagner le deuil en communication animale est si important pour moi. Et je sais que dans ma formation, ça prend une place assez importante. On vient voir les étapes du deuil, on vient voir qu'est-ce qui se joue dans le deuil, qu'est-ce qui se passe. Et les animaux aussi vivent des deuils très compliqués, enfin des départs très compliqués. Les animaux qui ont des accidents,
ou alors qui meurent sur une table d'opération, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, parce que ce n'est pas du tout naturel. Et souvent, en communication animale, on vient un peu apaiser l'animal qui est complètement perdu dans le fait que son corps est mort. D'ailleurs, il y a plein de fois où l'animal meurt et les gens disent « mais j'ai l'impression de le voir, j'ai l'impression de l'entendre encore chez moi ». Et en fait, très souvent, c'est juste que l'animal n'a même pas conscience qu'il est mort. Ah ouais. Donc il est revenu chez lui. Et en fait, c'est seulement une fois que tout le monde est apaisé, que l'animal est apaisé, qu'en fait la personne dit « ah ça y est, en fait, c'est bon, je le vois plus et c'est plus calme dans la maison ». Presque il a été autorisé à partir. La bonne nouvelle lorsque son animal est en train de mourir, c'est qu'on peut l'accompagner, mais on peut aussi être soi accompagné dans cette perte-là. Justement, parce que ça, je pense que c'est assez concernant, c'est que la majorité des animaux sont euthanasiés en fin de vie. Et il y a aussi cette culpabilité, tu vois, de la personne, de l'accompagnant, enfin en tout cas du propriétaire de l'animal. Et justement, est-ce que toi, tu aides à ça aussi, à savoir si c'est OK de partir? La question de l'euthanasie, c'est un grand sujet. Et quand on fait de la communication animale, en fait, on va accompagner le processus de réflexion, mais aussi le processus émotionnel sur le fait, est-ce qu'on euthanasie ou pas son animal. Et on va vraiment venir accompagner la personne dans tout ce qu'elle va vivre, qui peut être culpabilisant dans le fait d'euthanasier son animal, ou alors au contraire de ne pas l'euthanasier et de le garder en vie pour soi, d'être un peu égoïste et de vouloir le garder pour soi. Et c'est très compliqué. Et même après l'euthanasie de l'animal, c'est là où la communication animale est intéressante, c'est qu'en fait, on va venir travailler sur cette culpabilité et cette impression souvent d'avoir fait une erreur, d'avoir fait trop tôt, trop tard. Et on va venir aider tous les humains qui ont mal vécu ce moment-là pour pas qu'ils restent un traumatique et puis qu'ils puissent retrouver une relation presque plus sereine avec leur animal qui est parti. Et continuer cette relation et garder, en fait, en tout cas, autre chose que juste le souvenir de cette euthanasie qui a pu être hyper compliquée à vivre pour l'animal, mais aussi pour son humain. Tu aides à dire pardon et au revoir. C'est exactement ça. On aide à dire pardon et au revoir.